Tu ne lui ressembles pas du tout. Je sais. Allez, au boulot. Ok. Pourquoi tu t'es habillé comme mon ancien prof d'archéologie? Mais non, je suis habillé comme Indiana Jones. C'est ce que je dis, le Dr. Jones de l'Indiana. Enfin bref, c'est quoi le topo? Le topo, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Les Aventuriers de l'Arche perdue, dont le héros s'appelle Indiana Jones. On va mettre à l'épreuve certains mythes du film. Tout d'abord, on va se pencher sur son célèbre fouet. On va l'examiner de plus près et s'attarder sur tous les exploits qu'il réussit grâce à lui. La séquence d'ouverture du film met en scène Indy qui s'échappe d'un temple maya. Ce dernier étant truffé de pièges mortels de toutes sortes. Ce sera notre premier test. Un sol recouvert de dalles de pression qui déclenche des fléchettes mortelles lorsqu'on marche dessus. Eh bien, ça a l'air cool. On s'y met? Ok. Dans la magistrale scène d'ouverture du film d'aventure culte des années 80, il y a une question qui mérite de trouver une réponse. En courant simplement en ligne droite comme il l'a fait, est-ce qu'Indy s'en serait réellement sorti indemne? En tant que véritable fan du film, on peut dire que Adam est dans son élément. On va recréer cette course dans le temple et découvrir s'il peut réellement aller plus vite que les fléchettes. Pour ça, il faut qu'on sache la distance à parcourir. Je vais décortiquer le passage du film, prendre quelques mesures et les transposer dans un petit diorama pour le mini Indy Adam. Ça ne se voit pas, mais il est hyper motivé. C'est ce genre de boulot que je faisais constamment dans l'industrie du cinéma. Ça prend forme. Dans le cinéma, on s'en sert comme technique de prévisualisation. Là, je prends mon pied. Je fabrique en fait un décor en polystyrène pour que je prenne bien toutes les dimensions avant de construire le même décor à taille réelle. J'ai des filets de glu partout sur le visage. Burk, burk. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais quand je construis quelque chose à partir de ce matériau blanc, je me sens réellement bien. Je baisse la tête et je peux voir ce que ça donne sous des angles différents. Je construis un vrai terrain de jeu pour mon cerveau. J'ai appris quelques nouveaux éléments. J'ai analysé des arrêts sur image d'Harrison Ford à plusieurs endroits du décor. Et sachant la taille qu'il fait, j'ai pu déterminer que les dalles font à peu près 1 mètre de long et que la salle fait un petit peu plus de 9 mètres. En recoupant la taille de la salle et celle des dalles, Harrison Ford, Indy, devra marcher sur au moins 16 dalles de même taille, ce qui déclenchera pas moins de 16 fléchettes qu'il doit impérativement prendre de vitesse. Et nous allons faire la même chose. T'as remarqué que j'ai quand même réussi à me tromper et à laisser visibles les inscriptions du petit tuyau? On les voit vraiment bien. Ça fait un peu tâche, je dois dire. Dans le film, Indy doit éviter des fléchettes Maya empoisonnées, mais vu qu'elles sont potentiellement mortelles, on va faire la même chose en utilisant des billes de paintball. 14. J'achète tous ces trucs de récup. Mais j'aurais jamais cru qu'il m'en faudrait un jour 16. J'en ai que 14 ici. Mon boulot à moi consiste donc à trouver une façon d'assembler... Non. Tout un réseau de 16 pistolets de paintball qui se déclencheront à distance lorsqu'on marchera sur les dalles. Ça devrait faire l'affaire. Ce boîtier juste là est un interrupteur par solénoïde. Grâce à un fil, il alimente en énergie un électroaimant qui permet d'ouvrir le flux d'air. C'est grâce à ce genre de truc qu'on peut tirer pneumatiquement des projectiles au bon moment. Ça marche. J'adore quand j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer un machin comme ça. Grosso modo, ça va donner ça. Un canon relié à un embout fileté et un solénoïde. Tout ça formera un grand tube. C'est ce qui enverra la pression. En fin de compte, ça fera comme une grande chaîne de montage avec plein de canons reliés ensemble qui s'activeront les uns après les autres. D'abord en envoyant de l'air dans le canon, puis en éjectant la bille de peinture. Tandis que le premier des 16 pistolets de paintball est relié à son interrupteur par solénoïde, Ça fait le même bruit qu'un phoque. voilà Adam qui arrive pour faire monter la pression. Hé, elles sont arrivées. Nickel. Voici une des dalles qui déclenche le mécanisme lorsqu'on marche dessus. Allons essayer ça tout de suite.
Pointe-le là-bas. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1... Ça a marché à la perfection. À l'intérieur de cette dalle, il y a un interrupteur qui permet de fermer un circuit électrique. Ça ouvre le flux d'air et tire la bille de peinture. Du coup, en marchant dessus, on se fait canarder. Ah, c'est fabuleux. Et voilà. C'est énorme. C'est de cette manière que chaque pistolet sera déclenché. La prochaine étape consiste à les assembler de façon à créer un système à air comprimé coordonné. Ce long tuyau blanc fournira l'air qui sera utilisé pour les pistolets de peinture. On va l'installer dans notre temple. Ensuite, on va relier chaque pistolet à sa propre dalle d'activation. 3, 2... Wow! Magnifique. Au fur et à mesure qu'on marchera dessus, ça déclenchera les pistolets les uns après les autres. Et on poussera très certainement des cris de douleur. Ça devrait faire bien mal. Il ne nous reste plus qu'à le charger dans le camion et à l'emmener sur place. Ok. Avant de charger tout leur matériel et pendant que l'équipe se charge de fabriquer une réplique quasi parfaite du temple Maya, Adam et Jamie s'attaquent à un autre mystère de notre bon vieil Indy. Bonne chance, l'ami. Alors, le fouet? Ouais, le fouet d'Indy est un mythe à part entière. Il s'en sert pour faire une tonne de trucs incroyables, y compris un qu'on va vérifier aujourd'hui, lorsqu'il porte un coup de fouet sur la main de son adversaire et le désarme. Est-ce que le fouet serait suffisamment précis et puissant à l'impact pour forcer l'ennemi à lâcher son arme? Exactement. On va aussi se pencher sur la séquence d'ouverture du film, quand il accroche son fouet autour d'une branche pour traverser un gouffre. C'est vraiment possible? Oui, je me demande si le fouet aura assez d'adhérence sur la branche. Et si tel est le cas, comment est-ce que tu feras pour le retirer? Je crois qu'on va devoir regarder plus en détail la science des fouets. Je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause et voir comment les fouets marchent et comment leur structure est intrinsèque à leur fonctionnement. Bien, je suis sûr qu'on a tous déjà tenu l'extrémité d'une corde et donné un petit coup pour voir une bosse qui parcourt toute la corde. Cette bosse s'appelle une onde. Quand vous agitez une corde, vous propagez une onde. C'est exactement le même principe pour un fouet. Donnez un petit coup au niveau du manche et une onde se propage jusqu'à l'autre bout du fouet. La différence, c'est qu'une corde a la même épaisseur de bout en bout. Le fouet, lui, est effilé. Il est épais au niveau du manche et très fin au bout. Il se trouve que c'est précisément ça qui explique le fonctionnement d'un fouet. En donnant un petit coup au manche, l'onde part à une certaine vitesse, mais tandis que le fouet s'affine de plus en plus, la vitesse à laquelle l'onde se propage est démultipliée grâce à l'énergie qui s'équilibre d'elle-même. L'onde arrive alors jusqu'à l'extrémité du fouet, où, si la rumeur dit vrai, elle passerait le mur du son. Si on a l'intention de mettre les fouets à l'épreuve dans cet épisode, on risque d'avoir besoin d'un fouet. J'ai appris par moi-même la fabrication de fouets artisanaux il y a 17 ans. J'ai refait le fouet qu'a Indy dans ses films. Et pour commencer cet épisode, je vais fabriquer le fouet du premier film. C'est de la peau de kangourou. Ne laissez personne affirmer le contraire. Il s'agit là du cuir le plus résistant au monde. La fabrication artisanale de fouets est un art et de toute évidence, c'est également une passion pour Adam. Ça peut paraître assez surprenant, mais ce qui se trouve sur cette table correspond à la matière première pour fabriquer un fouet de presque 2,5 mètres de long. De la graisse animale. Avant de commencer, je dois d'abord préparer les lanières de cuir. En premier lieu, je dois les traiter avec un apprêt spécial qui les ramollit et me permet de les étirer pour leur faire retrouver leur élasticité d'origine. Ensuite, il faut que je réalise une tresse à 4 brins. Je dois utiliser 4 lanières différentes. Cette partie est particulièrement importante parce qu'elle correspond à l'intérieur du fouet. C'est la partie centrale. On commence à voir ce que ça va donner. Cette partie s'appelle le belly, le premier belly, la partie la plus interne du fouet. Je vais maintenant recouvrir ce belly d'un bolster, qui n'est en fait rien de plus qu'un long triangle de cuir. Ensuite, ce bolster sera enveloppé par un deuxième belly, parce que les fouets qu'utilise Indy sont ce qu'on appelle des fouets à 2 bellies. La tresse interne et le bolster en cuir sont donc répétés pour former le deuxième belly. En réalisant cette tâche qui exige une grande dextérité, Adam est visiblement le plus heureux des hommes. Au cas où vous n'auriez pas encore remarqué, je suis un fan de fouet bullwhip. C'est Indy qui a fait naître cette passion. Je viens de finir le deuxième belly
et je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux choses que j'aimais en faisant ça. Là, ce sont les 12 lanières qui formeront la couche la plus extérieure du fouet. Tout d'abord, j'aime la pratique en elle-même, le savoir-faire nécessaire à la fabrication du fouet. C'est un travail très méticuleux qui demande de répéter les mêmes actions. Étirer, vérifier, découper, tresser. C'est l'activité idéale pour méditer. Une seconde, je bois mon urine. Je rigole, c'était pas mon urine. C'était celle de quelqu'un d'autre. La deuxième chose que j'aime, c'est que la forme et le fond s'associent parfaitement avec le fouet. On a ce magnifique objet en cuir avec sa forme si singulière qui s'effile d'une extrémité à l'autre. C'est pas beau ça peut-être? C'est ce rétrécissement progressif qui, en plus d'être réussi en termes d'esthétique, est crucial pour distribuer toute l'énergie nécessaire depuis la main jusqu'à l'extrémité du fouet avec un maximum de puissance. C'est vraiment génial. Je suis vraiment content de l'allure qu'il a. En guise de touche finale, Adam prend le temps de décorer le manche. Puis, pour que le fouet puisse réellement claquer, il y attache deux petites franges qu'on appelle le fol et le craqueur. Tous ces efforts aboutiront-ils à un fouet efficace? Ok, je suis super excité. J'adore le bruit que ça fait. Ouais! Ça claquait fort. Tu peux frapper quelque chose avec? J'ai jamais essayé en fait. Entraîne-toi sur ça. C'est parti. D'une précision chirurgicale, Indiana Jones n'a eu aucun mal à désarmer son adversaire. Allez. Adam, lui, a même du mal à renverser quelques boîtes. Il faut encore que tu gagnes en précision. Jusqu'à ce qu'il finisse par être tout prêt et que la loi de la probabilité y mette son grain de sel. Ah! Bravo! Il l'a eu. Si tu me laisses 10, 12 ou 15 essais, on peut dire que t'es dans le pétrin. Pour découvrir s'il est réellement possible de désarmer son adversaire, Adam et Jamie auront bien besoin de l'aide d'un expert. Et d'un spectaculaire changement de décor pour l'haletante course du temple. Je vais me faire allumer. Le fouet d'Indy est un personnage à part entière dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il permet des choses incroyables dans le film. Tout d'abord, Indy arrive à désarmer son adversaire qui pointe un revolver sur lui, juste en faisant claquer le fouet une fois. Et c'est ce qu'on va faire. On va le faire claquer. Il y a cependant un petit souci. Le hic, c'est qu'on a pu voir que j'étais assez doué pour fabriquer un fouet, mais beaucoup moins pour le manier. Disons que t'es en phase d'apprentissage. On l'est tous. Pour vérifier si la prouesse d'Indy qui parvient à désarmer son adversaire est réalisable, Adam et Jamie auront grand besoin des conseils avisés du maître ultime en matière de maniement du fouet, Anthony DeLongis. Expert dans la manipulation du fouet et des armes en général, il a autrefois travaillé avec Harrison Ford. Toute la science du fouet repose sur l'énergie cinétique. La force générée sur le manche du fouet est multipliée. Une petite quantité d'énergie bien concentrée permet ainsi de générer des résultats explosifs. L'endroit où je pointe le manche correspond à l'endroit où le fouet va atterrir. Il faut donc en fait viser avec le corps tout entier et non pas juste se contenter de faire... Ça marchera peut-être. C'était ma méthode jusque-là. Appui vers l'arrière, appui vers l'avant. On a fait venir beaucoup d'experts dans toutes nos émissions, mais Anthony est sûrement mon préféré maintenant. C'est ce mouvement-là. Il te manque le timing. Je crois que personne n'a jamais réussi à m'apprendre quelque chose aussi rapidement. Les progrès que j'ai faits sont plus que satisfaisants en une période de temps aussi réduite. Ouvre le poing, redresse et ferme le poing. Hey! Parfait. Ça a super bien marché! C'est tout bonnement génial. Cette arme est bien plus précise que ce que j'aurais imaginé. Abaisse. On a appris les bases du maniement du fouet grâce à Anthony. Excellent.
Maintenant, il est temps de voir si on peut utiliser le fouet pour attraper une arme dans la main de quelqu'un. À vrai dire, on ne voit à aucun moment la manière dont Indy désarme son ennemi. Du coup, on va essayer plusieurs méthodes et faire plusieurs essais. Étend vers l'arrière et lance vers l'avant. Voilà, c'est mieux. D'abord, on va voir si l'extrémité du fouet peut s'enrouler autour du poignet ou autour de l'arme, et si en tirant un coup sec, il est possible de faire dévier le tir. Ensuite, on verra si un coup sur le poignet avec l'extrémité du fouet est assez puissant pour faire lâcher l'arme. C'est le truc le plus sérieux que j'ai fait aujourd'hui. C'était parfait. Ça a claqué fort. C'est arrivé juste sous ton pouce. Ouais. Ça aurait fait très mal. Jamie touche la cible, mais impossible de s'agripper ou d'arracher directement l'arme des mains. Essaie de viser le poignet. Vas-y. C'est ça! Il n'a peut-être pas la précision sans pareil d'Indy, mais pour un débutant, Jamie a trouvé la bonne technique. Et étonnamment vite. Wow, tu m'as bien eu là. Bien joué. Ok, à mon tour. Je t'ai touché? Ouais. Adam a raté son lancer une ou deux fois et a carrément attrapé mon bras. Il a également réussi à enrouler l'extrémité du fouet autour de ma main. Ah ah! Et j'aurais effectivement été incapable de viser correctement. C'était quand même plutôt efficace. S'agripper et tirer d'un coup sec est donc largement possible. Mais qu'en est-il de la seconde option, le coup direct sur la main? Est-ce que ça vous forcerait à lâcher l'arme? Puisque c'est Jamie qui a tiré la courte paille, c'est lui qui enfile les protections rembourrées et qui s'apprête à affronter la toute-puissance du maître du fouet. Ouch! C'est clair et net, je n'aurais jamais pu garder cette arme à la main si je n'avais pas eu les protections. Ça aurait fait le même effet si quelqu'un m'avait directement tranché la main avec un couteau aiguisé. J'aurais lâché l'arme. C'est certain, sans ces rembourrages, Jamie aurait lâché l'arme à chaque fois. Je ne vois absolument pas comment j'aurais pu garder l'arme à la main si je n'avais pas eu cette protection. Alors, Anthony, on a clairement accumulé assez de preuves pour arriver à la conclusion que la première apparition du fouet dans Les Aventuriers de l'Arche perdue est plutôt raisonnable, puisqu'il est réellement possible de désarmer un adversaire avec seulement son fouet. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Je pense qu'un coup bien ciblé directement sur la peau non protégée vous forcerait à lâcher l'arme et vous empêcherait ainsi de l'utiliser avec précision. Donc c'est plausible. C'est ce que toi tu ferais dans cette situation? Absolument pas. Ah bon? Tu ferais quoi? Je viserais directement le visage. Oh! Il est temps de monter le décor pour la course dans le temple. Peu de gens le savent, mais c'est comme ça que les Mayas ont construit leur temple. Adam s'amuse encore une fois comme un petit fou. Je sais qu'on a peut-être un peu dépassé les bornes sur cette mise en scène. Oui, je me disais, vers ici c'est bien. Au niveau du torse. Ouais. On aurait très bien pu installer 16 pistolets à peinture sur une planche en bois en 1h30, c'est vrai. Mais on n'a tout simplement pas pu. Les effets spéciaux, c'est notre dada. C'est ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Ça rend plutôt bien. Ok, c'est nul, mais c'est marrant. Ce serait une insulte à notre sensibilité de ne pas recréer un décor le plus fidèle possible à l'époque du film qu'on revisite. Tout temple qui se respecte doit faire honneur à ses divinités et ses dieux. Alors du coup, on a créé les nôtres. Ce serait une insulte à ma sensibilité. Honnêtement, je crois que Jamie est persuadé que j'ai fait tout ça pour me déguiser. C'est peut-être vrai. Pendant que Adam finit de monter le décor, Jamie relie la première dalle au canon numéro 1 pour une phase de test. 3, 2, 1. Ça marche très bien. Très bien, si on laisse de côté le petit souci de timing. C'était fantastique. La salle aux fléchettes de notre temple Maya est opérationnelle, si ce n'est qu'on a remplacé les fléchettes par des billes de paintball. Le seul véritable souci, c'est que le tir était instantané. Je touche la dalle, la bille part. Alors que dans le film, il y a un petit délai lorsqu'Indy teste le piège.
Ce que je veux savoir, c'est quel est le temps de retard entre le moment où il pose la torche sur la dalle et le moment où la fléchette touche la torche. Une seconde, ça sera notre temps de retard. Revenons vers Jamie. Ce n'est pas si facile à réaliser, mais en insérant un minuteur entre le mécanisme d'activation et le pistolet de paintball, il peut alors retarder le tir de la seconde en question. Alors que les pistolets sont vides, il marche sur les dalles pour vérifier que le timing est bon. Ah, on dirait qu'il y a un problème. C'est pas exactement ce qu'on avait prévu. Dès les premières secondes de cet épisode, C'est énorme. il était clair que les Mythbusters adorent tout ce qui se rapporte à l'univers d'Indy. Alors qu'ils ont déjà percé à jour un mythe, tout est prêt pour la suite des expériences. Ou pas, c'est selon. Le système de minuteur qu'on a intégré sur le réseau de pistolets nous complique la tâche. Il permet bien de retarder le tir comme on le voulait, mais d'un autre côté, il laisse les valves d'air ouvertes beaucoup trop longtemps. En gros, ça veut dire qu'avant qu'on arrive à la fin du parcours, il n'y a plus d'air. La solution qu'on a trouvée consiste à apporter plus d'air ou à améliorer le réservoir. Je vais pouvoir le faire grâce à quelques tuyaux de plomberie en PVC, pas bouger, pendant que Jamie s'amuse avec les minuteurs. Maintenant que la source en air comprimé plus importante est reliée, c'est l'heure de la course du temple. Phase d'essai, deuxième prise. C'était bien! Ouais, C'est pile poil ce qu'on veut. ah ouais. L'installation fonctionne maintenant à merveille grâce au gros cylindre, le décor est en passe d'être terminé et les pistolets sont prêts à faire feu. Il y a 16 canons, ça fait 16 billes de paintball. Et voilà. Adam s'équipe pour affronter la terrible épreuve de la salle aux billes de paintball. D'ici quelques secondes, je prendrai cette idole et traverserai cette salle à toute allure. Si le mythe se confirme, si les événements racontés dans le film sont exacts, je devrais arriver de l'autre côté en un seul morceau. C'est ce qu'on va découvrir. Souvenez-vous, la course des deux acolytes compte autant de dalles piégées que le film, et les tirs se déclencheront avec le même temps de retard. T'es prêt? Ouais, On se voit de l'autre côté. ok. Le mystère reste entier. Est-ce que Adam, qui trottinera du même pas traînant que Indy dans le film, s'en sortira indemne? Ok. Dans 3, 2, 1, go! Quelque chose cloche. C'était plutôt décevant. Non seulement c'était décevant, mais c'était aussi un mystère. 3, 2, 1, go! Il y a toujours un souci. Un mystère Maya, peut-être. Je crois que ce qui nous arrive est évident. C'est sa faute. Les Mythbusters ont visiblement été maudits par l'idole. Bordel. Le circuit ne se ferme pas comme il est censé le faire. Putain. La malédiction n'existe pas. Et pourtant on dirait. Ce petit gars nous prend carrément la tête. Bon, faut que j'aille poser tout mon bord si on veut régler le problème. Quelques manches retroussées et neurones grillés plus tard, On va régler le débit de pression à quoi? 70? Ouais. On va essayer ça. il pense avoir trouvé la solution au problème. On a trouvé ce qui cloche. C'est vraiment tout bête, 3 fois rien. On s'est trompé sur le raccordement de 2 ou 3 branchements. On arrange ça et ça devrait marcher comme sur des roulettes d'ici 1 minute. 1 minute et un tir d'essai plus tard, Ça marche. Et pas qu'un peu. le mystère autour des fils inversés est enfin levé. Très bien. Et la course dans le temple est prête à débouler. 3, 2, 1, go! J'ai rien senti. Je crois que je me suis pas fait toucher. T'avais une sacrée avance. C'est vrai?
Avec le retard d'une seconde, tu avais traversé la moitié du parcours avant que le premier pistolet fasse feu. C'est génial! Donc Indy aurait vraiment pu s'en sortir vivant. Sans problème. On a rassemblé tous les paramètres de la scène du temple dans le film. Et on les a répercutés sur notre décor. On est maintenant persuadé qu'Indy s'en serait sorti vivant, son idole au bras, n'est-ce pas? Supposons maintenant que les Mayas avaient créé un système de fléchettes qui serait projeté à l'instant même où Indy foulait les dalles piégées. On va voir s'il se fait toucher cette fois. Je suis prêt. Franchement, je suis quasi sûr de me faire toucher cette fois. Je vais me faire allumer. Déclenchement instantané dans 3, 2, 1, go! Je me suis fait toucher. J'en ai pris une dans le dos. C'est le seul impact que je vois. C'est vrai? Ouais. Comme je m'y attendais, en supprimant le temps de retard des fléchettes, je me fais toucher et je meurs. Elles sont empoisonnées après tout. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai reçu qu'une seule bille. Du coup, je dirais que si jamais vous vous retrouvez à piller un superbe trésor maya au fin fond d'un temple et que vous êtes mal barré, privilégiez toujours la technique du « sauf qui peut ». D'après toi, pourquoi les Mayas avaient choisi un temps de retard aussi long pour leur piège? Le temple est ancien. Si ça se trouve, c'est simplement que les mécanismes étaient rouillés. Bien vu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Confirmé, je dirais. Je te rejoins dans l'idée, mais ça reste un univers fictif, alors je pencherais plus pour plausible. Ça me va. Ok. Je crois que c'est le moment opportun pour faire une petite pause et regarder de plus près la tenue unique que portait Indiana Jones. Son pantalon est en laine. Il porte également une ceinture en cuir noir qui ne sert que pour l'étui de son arme, étui semblable à ceux de la cavalerie. Son arme est un revolver à 6 coups calibre 45 d'avant la Première Guerre mondiale. Son fouet, comme on l'a déjà vu dans cet épisode, est un fouet à 2 bellies et 2 bolsters, fait à partir de cuir de kangourou et formé de 12 tresses qui mesurent entre 2,50 m et 3,50 m. On continue de monter. Indy a un sac en bandoulière qui est en vérité un sac à masque à gaz datant de la Seconde Guerre mondiale. Petite anecdote marrante, ce sac est un anachronisme, puisqu'il n'existait pas encore à l'époque où est censé se dérouler le film. Ah, le cinéma. Par-dessus tout cet attirail, il porte une simple veste en cuir. Pour finir, le chapeau fait de feutre de poil de castor. L'artisan qui a confectionné ce chapeau l'est fait spécialement pour les films Indiana Jones. Il n'y a pas de spécimen plus rare que ça, et c'est un des chapeaux que je porte le plus souvent dans la vie de tous les jours. Et voilà. Depuis le début de cet épisode, on a appris le fonctionnement et le maniement des fouets, et on se débrouille plutôt bien maintenant. Avant de continuer, on a pensé que ce serait dommage de ne pas essayer de voir si un fouet est bel et bien capable de passer le mur du son. C'est vraiment possible? Est-ce qu'il y a assez d'énergie cinétique générée entre le manche et l'extrémité? C'est ce qu'on va vérifier. Voilà. Grâce à notre caméra haute vitesse et à toute l'expérience qu'on a acquise en 10 ans d'émission, on va essayer de prouver que l'extrémité du fouet passe le mur du son. 3, 2, 1... Parce que l'extrémité du fouet se déplace aussi vite et sur une aussi grande zone, c'est en réalité très difficile de prédire où et quand le claquement se fera. Le bout du fouet commence à se retourner vers la case 4D. Donc, en gardant ça à l'esprit, on a créé cet arrière-plan avec une grille. Oui, c'est juste là, juste un peu plus bas. On a l'espoir de pouvoir zoomer dessus avec la caméra à haute vitesse. Oh, exactement au même endroit que l'autre. Avec la caméra qui enregistre à hauteur de 6000 images par seconde nécessaires pour mesurer la vitesse du son, zoomer au bon endroit et capturer l'instant précis du claquement est une opération très délicate. Ok, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti.
trop bas. Celui-là? En termes de temps, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a énormément de possibilités quand on filme à 6000 images par seconde. Et c'est très long de faire défiler l'image pour trouver le bon instant. Non seulement il faut que Adam fasse un claquement parfait, C'était trop bas. mais il faut aussi qu'il réussisse l'exploit qui consiste à retoucher l'endroit précis où le repère est indiqué avant que ses acolytes ne retrouvent les 4 ou 5 images d'action. Je vise le de même endroit à chaque fois. Notre caméra haute vitesse enregistre presque 2 secondes d'action à 6000 images par seconde. Ça va être trop... C'est vraiment un travail de patience. Je cherche à faire le claquement le plus bruyant possible, parce que je pense que ça a un rapport direct avec la vitesse de propagation de l'onde, mais c'est difficile à faire sur un seul mouvement. Aïe! Ici, j'ai réussi à prendre un rythme, et je fais 4 claquements d'affilée, le dernier étant le plus bruyant des 4. Et j'arrive à viser précisément où j'ai envie. C'est cette technique que je vais utiliser à l'atelier pour faire en sorte que ce petit bout passe à l'écran et passe le mur du son. Essayons celui-là. Le voilà. Enfin, ils l'ont trouvé parmi les 6000 images par seconde. Il ne reste plus qu'à calculer la vitesse à laquelle il se déplace juste là. En 5 images, il parcourt 30 cm. « 365 mètres par seconde. Ça dépasse la vitesse du son. C'est énorme! On a filmé la vitesse supersonique de ces petits bouts de ficelle. C'est tellement génial. Il a fallu qu'Adam fasse claquer son fouet pendant des heures pour qu'on finisse par capturer ce minuscule bout de cuir et le voir dépasser la vitesse du son. Devant cette grille. Maintenant, on est claqué. C'est le cas de le dire. Maintenant que Adam et Jamie connaissent absolument tout sur la science des fouets, ils se mettent en route vers l'entrepôt pour vérifier si ce dernier est réellement capable de mener Indy jusqu'en lieu sûr. Dans le film, Indy se balance au-dessus d'un gouffre grâce à son fouet. Ouais. C'est stupide. J'adore. Vu qu'on n'avait aucun gouffre de dispo à portée de main, on a décidé de créer le nôtre. Ces machins pèsent plus de 2 tonnes à vide. T'as de la place, tu peux y aller. Si ça t'écrase, tu te changes en crêpe. Tirez, tirez, tirez. Voilà. On se sert de ces containers parce qu'on les adore. Voilà, nickel. C'est parfait ici. Miles, tire un peu. C'est un peu comme des briques géantes. Cool! Wouh! On peut construire presque tout ce qu'on veut instantanément. Tu peux lâcher, c'est bon. Fais gaffe, ça fait quand même 2 tonnes. Les containers qu'on a empilés juste ici représentent simplement la moitié de notre gouffre. Ok, c'est parti. On va faire venir les 2 autres containers pour former la deuxième moitié du gouffre. Et ils devront être à une certaine distance. La question c'est à quelle distance précisément. C'est encore une fois la caméra haute vitesse qui va nous donner la réponse. C'était bien. On a filmé mon saut avec la caméra haute vitesse, mais comment est-ce qu'on va utiliser la vidéo pour déterminer la taille du gouffre? Surtout que je saute sur un terrain plat, tandis qu'Indy a lui atterri de l'autre côté, le torse en premier. Monteur, est-ce que vous pouvez afficher la vidéo haute vitesse de mon saut, je vous prie? Parfait. Maintenant, faites avance rapide, jusqu'au moment où mon pied décolle du sol. Juste là. Et mettez un point blanc sur mon torse. Nickel. Maintenant, continuez à aligner les points blancs sur mon torse jusqu'à ce que mon pied gauche touche le sol. Excellent. Maintenant, tracez une ligne qui relie tous ces points jusqu'à obtenir une courbe, puis continuez cette courbe jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol où j'ai indiqué des mesures. Parfait. Il ne reste plus qu'à compter le nombre de traits. 12 traits.
Super! Ce qui fait environ 3,65 m de long. C'est la taille de notre gouffre. Maintenant que l'on connaît la distance exacte, il suffit de mettre en place les deux autres containers pour former l'autre moitié du gouffre. Génial! On ajoute quelques petits matelas de protection. Ça fait haut. L'élément essentiel arrive lui aussi sur place. Ça, c'est une branche. On rajoute des éléments de sécurité. Indy n'a jamais affronté une créature pareille. On dirait un méchant de Doctor Who. Voilà, ça c'est beau! Le décor de la scène du film est enfin recréé à l'identique Bonne chance, l'ami. Je me recule, moi. pour que Adam puisse enfin balancer la sauce au-dessus du vide. Ce test va mettre en lumière le rapport entre le fouet et la branche de l'arbre. On a donc regardé de très près la scène du film pour essayer de faire une réplique exacte de la branche en termes de diamètre, mais aussi au niveau de sa position au-dessus du gouffre. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à prendre notre fouet et le lancer autour de la branche pour voir si ça forme un nœud assez résistant pour supporter le poids d'une personne. Nous y voilà. Parce que si ça ne marche pas, J'attends ce moment depuis toujours. la chute sera fatale. Avant que Adam ne teste sa balançoire de fortune, Oh! Hey! C'était pas mal. Pas mal du tout même. il faut d'abord qu'il réussisse à accrocher la branche avec son fouet. Ce test est très clairement un de mes préférés dans toute l'histoire de l'émission. Mais ça a été laborieux au début. Les premières fois, quand je lançais le fouet autour de la branche, je ne couvrais pas suffisamment de distance et je manquais aussi cruellement d'adhérence. J'ai envie de sentir ce moment où le cuir s'agrippe à la branche. Ce que je devais réussir à faire, c'était une sorte de nœud. Le terme technique, c'est une demi-clé. Oh, ça s'annonçait bien pourtant. T'étais bien parti. Je sais. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'applique tout ce que j'ai appris dans le maniement du fouet. Regarde, Ça m'a pas l'air mal. j'ai réussi un nœud. Oh là là. Bonne chance, l'ami. Je me recule, moi. Le fouet semble bien adhérer à la branche. Nous y voilà. J'en reviens pas. Ça me fait vraiment flipper. Est-ce que le saut de Indy vers la liberté était réalisable ou était-ce le fruit d'une imagination débordante? Je vais bien. C'est bon, j'ai rien. J'avais fait une belle boucle autour de la branche et ça avait l'air de vraiment bien tenir. J'ai réussi un nœud. Et juste avant que mon pied ne touche l'autre côté, le fouet s'est desserré et je suis tombé. Je réessaye tout de suite. C'était vraiment trop fun. Même si Adam est tombé, je dois dire que je suis surpris qu'il ait fait aussi bien. Parce que c'est clair qu'à cette distance, tu ne peux pas faire plus de 3 tours complets autour de la branche. Bien joué. Une simple demi-clé qui supporte un bonhomme de 90 kilos, les chances sont plutôt minces à mon avis. Tu fais bouger toute la branche. Ah oui? Je suis sûr que tu vas y arriver. Je me lance. Ah, j'ai cru que j'y arriverais. Une fois de plus, le fouet s'est défait à la dernière seconde et le mythe semble toujours aussi inaccessible. Mais comme l'avait presque dit Thomas Edison, mettre un mythe à l'épreuve, c'est 1% d'inspiration et 99% de chutes successives dans le vide. Pour la science. Ah, regarde. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Exactement. 3, 2, 1. Tu vas y arriver! Ah, flûte. Oh.
À 3 reprises, j'ai réussi à enrouler mon fouet autour de la branche et à me projeter vers l'avant au-dessus du gouffre, et à chaque tentative, j'étais à 2 doigts d'atteindre l'autre côté. Mais les 3 fois, le fouet a glissé et je suis tombé. Pour essayer de bien faire les choses, on va recouvrir la branche d'une matière semblable à de l'écorce pour améliorer l'adhérence et on va réessayer. Ce papier de verre qu'on utilise pour imiter de l'écorce ne paye peut-être pas de mine, mais il devrait amplement suffire pour donner la friction et l'adhérence nécessaires au fouet. Sans ce papier, il glisse comme si la branche était lubrifiée. Je pense que grâce à ça, la branche aura plus d'adhérence et le fouet pourra bien se fixer autour. Bon, allez. Je réessaie? Vas-y. C'est reparti. Est-ce que ce petit détail du monde réel fera une différence? Adam parvient à s'accrocher du premier coup, mais il n'en est pas à sa première chute. J'ai fait ça plein de fois, mais c'est toujours aussi stressant. Allez, c'est maintenant ou jamais. J'y vais. Ouais! Top là, mec! Je crois qu'on peut dire, sans trop se mouiller, que Adam est content du résultat. C'est pas vraiment une réaction digne d'Indy, mais on a réussi! Ouais. Ok, passe-moi l'idole. Ok. Tu peux défaire le fouet maintenant. Ah oui, c'est vrai. Allez. Allez, viens par là. Après avoir ajouté cette espèce d'écorce artificielle, la branche a gagné en adhérence et le fouet s'est facilement accroché. J'ai pu me balancer sans problème. C'était magnifique. Allez, viens voir papa. Bon sang, le fouet d'Indy s'accroche et se décroche quand il veut. Allez! Je ne suis toujours pas convaincu des propriétés quasi magiques du fouet d'Indy, qu'il utilise comme si c'était le prolongement direct de sa main. Comment je fais? Ah oui, j'y suis presque. Énorme! Mais on a réussi à prouver que le fouet permet bel et bien de faire tout ce qu'on voit dans le film. Cette aventure archéologique arrive maintenant à son terme. Et la réputation du célèbre Indiana Jones est intacte. De toute évidence, l'explorateur n'était pas condamné dans le temple Maya. Indy aurait vraiment pu s'en sortir vivant. Sans problème. Quand il se retrouve acculé, Tu vas y arriver. sa fidèle arme Je suis sûr que tu vas y arriver. ne le laisse jamais tomber. Oui!